en direct du Cochon Hardy. Nous avons changé, puisque c'est Yves-Patrick Coleno, qui est chercheur en économie, qui est professeur. Alors non, fais-moi ton CV rapidement, parce que... Je suis retraité Ah, de l'éducation nationale, pas la blague. après avoir été à la fin, d'une part, professeur de lycée et d'autre part, formateur pour les concours de recrutement du CAPES, D'accord. pour les profs de sciences économiques et sociales. Voilà. Alors tu t'occupes d'économie. Voilà. Depuis, je ne me consacre plus qu'à des recherches. Voilà. Alors, il y a des années, je crois que ça sort dans les années 90, il y a un bouquin d'un certain Henri Solens, parce qu'on va y aller direct, Henri Solens, qu'on connaît aussi comme poète, parce qu'il a édité de la poésie. L'avenir sera roux, aux éditions du Trabucaire, qui écrit un livre sur l'économie de la rente à propos du département. Alors je ne sais pas si à l'époque ça explose ou pas, mais toujours est-il que dans la mesure où il y a eu beau prévenir, ça a continué, on y est encore dedans. Je parle de l'économie de la rente, et c'est ça qui étouffe, parce que pour vivre, l'économie de la rente a besoin d'étoffer toute dynamique économique. Donc explique-nous déjà la théorie d'Henri et la suite, puisque tu as poursuivi avec Hervé Blanchard pour des raisons qu'on expliquera plus tard. Voilà. Donc, l'idée de départ d'Henri, c'est que tout territoire se caractérise par une culture économique propre. Sinon, Et son historicité. et donc, c'est ça qui permet de dire, voilà, qui permet de parler de ce territoire. Ouais. Sinon, il est indifférencié, on ne sait pas où il s'arrête, ça, peu importe. Donc, Henri parle en 93, donc, dans son essai, il parle de culture rentière. Donc, déjà, il parle de culture. Et parler de culture dans le domaine de l'économie, ça ne va pas de soi. Mais on va prendre un exemple. Il y a quelques années, sur la côte nord du Roussillon, Ouais. le maire d'une commune du littoral a eu des ennuis avec la justice, on va dire. Et lorsque les journaux locaux ont interrogé des personnes vivant dans sa commune, Ouais. souvent la réaction a été de dire mais il n'a rien fait de mal. Ce qu'il a fait, c'est normal. Et c'est ça qui permet de parler de culture. Une culture, c'est un ensemble de façons de penser le monde, de penser la vie et d'agir. Ouais. Et donc, C'est un être au monde, comme on voilà. Et donc, quand on est porteur d'une culture, quand on a cette culture dans la tête, quand on en est imprégné, dit. Ouais, ouais. eh bien, ça nous dit ce qu'il est normal de Ouais, faire. ouais. Et donc, dans le département, non pas seulement dans le département, mais dans ce département plus qu'ailleurs, il est normal, par exemple, de ne pas toujours déclarer soit les personnes qu'on emploie, soit les appartements qu'on loue, soit les faveurs qu'on demande, etc. Et donc, l'idée d'Henri Solens, c'est de dire le département se caractérise, en 1993, par ce qu'il appelle une culture rentière. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme normal, et même plus, qui est considéré comme la référence quand on agit dans le domaine des activités économiques, quand on s'intéresse à que faire de ses biens, etc., eh bien c'est de chercher à tirer des revenus de sa propriété. Non pas de tirer des revenus de son travail, non pas de chercher à tirer des revenus de son investissement dans une innovation productive. Non, c'est d'être propriétaire. Une autre anecdote pour compléter ça, au début de mes années d'enseignement ici, j'avais demandé aux élèves de me dire ce que faisaient leurs parents. Et j'avais été frappé par la réponse d'un enfant, d'un adolescent, qui m'avait dit « Mon père, il est propriétaire.
Et il avait raison. Le statut social, c'était ça. Son père n'était pas agriculteur, il n'était pas employé des postes, ouvrier, entrepreneur, il était propriétaire. Et ça, c'est ça qu'Henri va commencer par concevoir et ensuite qu'il va chercher à mesurer. Parce que l'économiste, il a besoin aussi d'appuyer ce qu'il dit. Sinon, voilà, c'est une idée, mais ça reste une idée. Et donc, ce qu'il montre en 93, c'est que le département est le 3e de France en fonction du poids de ses revenus du patrimoine ou de la propriété. Le premier département, celui où c'est là que ça pèse le plus lourd, c'est Paris. Le deuxième, les Alpes-Maritimes. Étonnamment. Et le 3e, ce sont les Pyrénées-Orientales. Donc il ne s'agit pas pour nous de dire il n'y a qu'ici qu'on vit de la rente. Non. Ici. Mais on fait quelque chose de bien pour une fois, on est 3e, on est sur le podium. On est sur le podium. Le département est un département où vivre de la rente, c'est ce qu'il y a de plus admirable. Et donc, même ceux qui ne vivent pas de leur rente vont soit, quand ils peuvent, chercher une source de revenus de ce genre, et au moins, même ceux qui n'y arrivent pas, considèrent que les comportements qui découlent de cette façon de penser le monde, et en particulier l'économie, eh bien, ce sont ces comportements-là qui sont normaux. Et donc, il n'y a rien de répréhensible, alors que, ce que montre aussi Henri à l'époque, c'est que le département est un des mieux placés quant au pourcentage parmi les délits, de délits économiques et financiers. Non-déclaration, on dira publiquement. Par exemple, mais il y a ça, entre autres. Ouais. Mensonge par silence. Et Henri signale, pour terminer cette introduction, Henri signale que le président du conseil qu'on appelait général à l'époque, dans les années 90, donc, Monsieur Marquès. Voilà, René Marquès, donc pour ne pas le nommer, avait réagi après la publication, je crois, par l'INSEE ou par la Cour régionale des comptes, peu importe. Il avait réagi à une étude qui montrait que, effectivement, le département ne pouvait pas se targuer d'une forte production de richesse, quoique en matière de production de richesse, il n'était pas vraiment bien classé. Et le président Marquès avait dit oui, mais bon, en fait, il faut admettre que le problème de l'indicateur qu'ils utilisent, c'est qu'il ne prend en compte que ce qui est mesurable. Or, pour le dire à ma façon, il y a certainement des richesses qui sont produites dans le département, mais peut-être ne sont-elles pas enregistrées. Peut-on mesurer le bonheur, comme on dit au Boutonne. Voilà. Alors, cette économie de la rente génère une sociologie de la rente qu'on pourrait qualifier de balsacienne et de comédie humaine particulière aussi. C'est un être au monde d'une série d'individus qui génèrent une collectivité. Dans ce département, effectivement, le statut le plus enviable, le statut le plus admirable, c'est d'être propriétaire. Autrefois, ce fut propriétaire foncier, avec des biens que l'on faisait cultiver par des agriculteurs, de façon à en toucher le fermage la plupart du temps. Et puis, ça a fini par basculer, enfin ça a fini non, mais ça a basculé notamment dans les années 60 et 70, au profit, en fait, d'un placement dans l'immobilier, notamment lié à l'accueil des touristes, mais aussi l'immobilier dans la mesure où le département s'est beaucoup urbanisé par l'arrivée de personnes venant... La côte, qui historiquement ne l'était pas parce qu'il y avait des problèmes de moustiques qui ont été réglés dans les années 50. 60. 60 Le DDT, très polluant d'ailleurs. Oui, avec la mission Racine. Voilà. La mission Racine a dépollué pour justement qu'on n'ait pas besoin d'aller sur les plages franquistes à l'époque, Voilà. parce que le général de Gaulle n'appréciait pas trop, Voilà. pour résumer.
Et donc, effectivement, à partir des années 60, et ça va croître et embellir dans les 50 années qui suivent, eh bien, de plus en plus le développement de la rente, en fait, va se faire de plus en plus par la construction à destination de l'accueil des touristes et la construction par l'urbanisation, principalement autour de Perpignan, pour accueillir les populations qui viennent s'installer ici. Et donc, on voit basculer justement l'épargne des propriétaires, pour parler vite, hein, on la voit basculer de l'agriculture, des terres et notamment des vignes, vers eh bien, les lotissements immobiliers, l'achat voire la promotion d'immeubles sur les stations de la côte. Et désormais, c'est de là que les revenus de la propriété proviennent de plus en plus, avec le boom des résidences secondaires notamment, mais aussi le boom de tout ce qui est urbanisation de lotissement. Dans les retraites aussi, parce qu'on vient pas, beaucoup de gens de l'extérieur viennent passer leur retraite ici. Alors ça, c'est un autre aspect, mais effectivement, une des sources de revenus, qui n'est pas une source de revenus rentier, soyons clairs là-dessus, mais une source de revenus qui fait tourner en quelque sorte l'économie locale, c'est les pensions de retraite, effectivement, puisqu'il y a une part de personnes de plus de 65 ans. C'est ce qu'on a appelé la silver economy. L'économie des vieux. Plus sobrement. Donc voilà. Alors, on a donc, mais c'est une économie qui pour continuer d'exister, doit tuer tout dynamisme économique. Et puis, avant de tuer tout, enfin, elle commence déjà par imposer des conditions d'emploi qui ne peuvent en fait que maintenir et développer la précarité d'une part importante de la population. Alors, à l'époque encore, dans Henri Solence, donc dans les années 90, même si c'était la fin de cette tendance, hein, un exemple typique, c'était le recours à de la main-d'œuvre saisonnière dans l'agriculture et en particulier dans la viticulture. Un des signes les plus frappants à l'époque, c'était le train des vendangeurs, hein, puisque arrivaient régulièrement à la gare de Perpignan des gens qui venaient d'Estrémadour, d'Andalousie notamment, qui venaient et s'arrêtaient d'abord dans les Pyrénées-Orientales pour faire les vendanges. Et donc il y avait les vendanges, mais il y avait aussi tout ce qui était cueillette dans les vergers et dans les jardins maraîchers. Maraîchage, voilà. Et ils arrivaient en disant maraîchage, nous voilà. et donc ce qui était intéressant dans cette formule, dirais-je, pour les propriétaires, c'est qu'ils n'avaient pas à se soucier de cette population-là à partir du moment où elle ne travaillait plus sur place. Donc c'était des salariés. Ils externalisaient avant qu'on externalise. Voilà, c'est ça. On avait des salariés qui venaient ici, qu'on logeait comme on pouvait ou comme on voulait, peu importe. Il n'y avait pas de normes d'insalubrité. Voilà. Tout ça. Donc on les logeait le temps, effectivement, de la vendange, pour continuer l'exemple des vendanges. Et après, ces personnes-là repartaient et l'on n'avait pas à se soucier de la moindre politique sociale, etc., de loger ces personnes-là. À Rome, on m'a dit, le problème de l'esclave, c'est qu'on l'a tout le temps. C'est ça. Et comme c'est un bien meuble, on est obligé de l'entretenir. C'est ça. Avec le salariat, c'est beaucoup mieux. Enfin, disons avec le salariat saisonnier. Voilà. Hein, parce que à l'époque déjà, les salariés permanents avaient conquis des conditions de vie et d'emploi en particulier qui étaient quand même meilleures. Mais pour les saisonniers, dans un département rentier, ce qui allait de soi, c'est on les loge le temps qu'ils sont là, on les paie et après on ne s'en préoccupe plus. Et évidemment, le problème va changer quand ce type de main-d'œuvre, ce type d'emploi va progressivement
disparaître, même si aujourd'hui encore, le département est un des départements qui emploie le plus de saisonniers. Hein. Mais pour le tourisme, les vendanges, voilà. même si et c'est très compliqué d'ailleurs, parce que là, dès avant le Covid, en France en général et en particulier ici, comme je dis souvent, il est de plus en plus difficile de trouver du bon petit personnel. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui est caractéristique de l'emploi dans les Pyrénées-Orientales, une fois que l'on a mis de côté l'importance de la fonction publique, indiscutable, c'est la part importante justement des contrats courts, CDD notamment, et notamment les CDD saisonniers, et donc de contrats qui en général, je dis bien en général, hein, parce que là encore il faut rentrer dans le détail, en général sont des contrats relativement peu protégés, dont le salaire est en général relativement plus faible. Le département se caractérise par un revenu moyen un salaire moyen qui est inférieur à ceux de l'ensemble de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, et encore plus par rapport au niveau national, et même au niveau des cadres. Il faut savoir qu'un cadre à qualification égale a toutes les chances d'être moins bien payé dans le département qu'ailleurs dans la région, voire en France en général. Donc on a un effet... Ah, les dom-toms, Dieu merci. Donc on a un effet sur l'emploi et le travail qui est clairement négatif pour tout un pan de la population salariée. Et c'est dans la logique parce que employer des salariés ne s'entend pas dans l'économie rentière comme quelque chose qui est logique, comme ça peut l'être. C'est pas Ford, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ne peuvent pas s'acheter de Ford de thé à la fin du jour. C'est ça. On va dire que dans le capitalisme, on va dire, tel qu'on a pu le décrire depuis plus d'un siècle, les salariés ont conquis effectivement une place qui implique pour eux d'avoir non seulement un revenu, mais un minimum de garantie d'emploi, même si depuis quelques décennies, évidemment, il y a un reflux en la matière. Mais dans une économie rentière, justement, l'idée c'est que si on doit recourir à des salariés, il faut faire en sorte que ça soit le moins longtemps possible et que ça coûte le moins cher possible. Et avec le moins de protection pour ces personnes-là. Donc la précarité et les salaires inférieurs. En fait, on fait ce qu'on fait à la marchandise, ce qu'on fait à l'humain, enfin à l'inverse, en fait, c'est du turnover d'être humain. C'est ça, parce que... Comme dans les bordels en Espagne. Parce que ce qu'il faut effectivement, pour aller dans ton sens, ce qu'il faut souligner, c'est que, contrairement à ce que racontent certains, même si le département est là aussi sur le podium en matière de taux de chômage, il y a ce qu'on appelle, pour aller vite, un marché du travail relativement actif dans le département. Mais actif parce que justement il y a une forte rotation. Comme on a principalement pour les salariés du privé, on a principalement des emplois sur contrat court. Effectivement, par définition, un contrat court, il est vite fini. Ouais, et donc ça tourne. Amoureux, il se barre de suite. Voilà. Et donc, puisque les contrats courts sont vite finis, eh bien ça tourne. Et les personnes qui viennent ici, contrairement là aussi à une idée reçue, ne viennent pas chômer au soleil. Non. Ils viennent en fait bosser au soleil, sachant que bosser au soleil, c'est bosser sur des contrats courts, bosser sur, en général, des emplois mal payés et mal protégés. Globalement, de bonnes raisons pour dire, entre ça et la façon dont l'innovation en matière de production, la recherche de qualité sont freinées, toutes sortes de bonnes raisons pour décider qu'il faut en sortir. Alors on a aussi l'équivalent dans les hauts cantons, comme on dit, puisque là c'est pas la vigne, c'est le ski. Bon, après il y a aussi des productions agraires, il y a de l'élevage, bon, qu'on est en train d'abattre un peu trop rapidement, mais voilà. Après tout viendra d'Ukraine ou du Brésil, donc la question ne se pose pas. Donc laissez donc les crever dans la dignité. Bref, et tout ça finalement, du point de vue politique,
structure une manière d'être au monde comme on est en politique ici. On a des rentiers de la politique un peu. Et je dirais pas les alduis parce que tu m'y forceras pas. Non, je ne tomberai pas dans ton piège. Mais par exemple, est-ce que ça détermine ça aussi des lignées comme ça d'archétypes de gens qui sont pas des politiques, qui sont des gestionnaires de portefeuille, qui ont des Je ne me prononcerai pas là-dessus, ouais. mais ce que je peux dire, c'est qu'en lisant les comptes rendus réguliers du conseil départemental, j'observe que les éléments de langage liés à cette économie-là Ouais. sont repris. Hein, et autrefois, donc il y a 40 ou 50 ans, on disait que le département avait une vocation agricole, Ouais. ce que des travaux que nous avons fait depuis La France essayent, aussi, hein. et voilà, ce que nos travaux justement dénoncent. Ouais. Mais aujourd'hui, plus que d'une vocation agricole, on dit que le département a une vocation touristique. Voilà, donc on a... En fait, les gens entendent des voix, Voilà, ils se c'est mettent ça. au tourisme, c'est un peu les Jeanne d'Arc. Voilà, Donc et ici, c'est un peu Don Rémy, ils ont une vocation. voilà, c'est ça. Ils Alors, font un sacerdoce de je- tourisme ou viticole. voilà, Excellent. on pourrait se demander, par exemple, si Barcelone a une vocation touristique. Oui, enfin. Alors la que, question, je vois bien le basculement, puisqu'il date de 92. Parce qu'avant, c'était tendu du string. Maintenant, heureusement que je parle russe, parce que sinon, je me perdrais dans Barcelone. certes, mais Barcelone aujourd'hui est certainement une des villes du monde les plus visitées, Oui. avec les problèmes que ça leur pose Oui, par oui, ailleurs. oui, surtourisme. Parce Mais- qu'ici, il y avait un article sur le surtourisme Voilà. ici. Mais- Ils sont bien gentils. Mais... Non, mais ce qui me paraît important, c'est que Barcelone est une destination touristique. Mmh. Je n'ai jamais entendu dire que Barcelone avait une vocation touristique. Donc il faut bien faire la différence. Elle a vocation à faire plein de trucs. Ben voilà, et c'est ce que l'idée... C'est une vraie ville en fait. Ben voilà, Une vraie ville internationale. et c'est le problème. Donc elle a vocation à diffuser la drogue qui arrive. Mais elle a la vocation aussi à à être, innover parce qu'il y a. elle a la vocation aussi à être une ville qui innove sur Ouais. le plan industriel. C'est une ville, et donc parler en termes de vocation touristique, comme quand on parlait de vocation agricole, c'est faire croire à une destinée, Oui, manifeste comme Voilà. on dit aux États-Unis. une destinée qu'il faut en quelque sorte célébrer, Ouais. alors Parce que qu'en Dieu fait- l'a décidé. voilà, après tout. alors qu'en fait c'est au fond un département Ouais. qui par défaut a été un département agricole et qui aujourd'hui par défaut est un département touristique. En gros, ils ont toujours aimé faire le tapin au territoire. Soit qu'ils y fassent pousser des trucs ou circuler des gens. À Barcelone, justement, et ça me permet de revenir sur ta question tout à l'heure concernant les personnels politiques, à Barcelone, on peut à la fois avoir une ville qui est une des principales destinations touristiques mondiales et avoir une municipalité élue il y a quelques années à partir de la défense du droit au logement. Oui, Chose une anarchiste qui avait connu justement les squats. Voilà, chose inimaginable ici. Ouais. Le jour où on aura à Perpignan une municipalité élue à partir de l'expérience des luttes pour le droit au logement, eh bien effectivement on pourra se dire que quelque chose a changé en pays catalan. Alors, moi, j'ai regardé les listes qui se présentent, de gauche ou de droite, de toute façon, peu importe l'étiquette, il n'y aura pas d'ivresse. C'est tous des bourgeois qui se proposent. Surtout à gauche, si j'ose dire. Il n'y a pas de travailleurs. Alors, bon, je suis un peu influencé, comme je te l'ai dit, je reviens de Carmaux, au festival du film social et ouvrier. Donc, j'ai vu des gens travailler au moins au cinéma. J'ai même rencontré des vrais ouvriers. Ils n'ont pas accès à la représentation sociale qui mériterait qu'on les élise. Voilà, alors c'est pas un problème propre à Perpignan, Oui, hélas. Dieu merci, c'est dans toute la France et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Mais je note qu'au contraire, voilà, je soulignais qu'à Barcelone, une chose comme celle de l'élection d'Ado Colau Ouais, a voilà, été c'est ça. possible il y a quelques années, et c'est la différence entre une ville
qui n'a pas une vocation touristique, ouais. mais qui accueille des touristes, entre autres choses, Ouais. et un département qui s'accroche à cette illusion d'une vocation touristique et qui, en fait, est condamné à maltraiter ses salariés. En fait, le problème ici, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre de sécession et qu'on ne leur a pas dit que le coton c'était fini, etc., etc., et qu'on n'avait plus besoin d'esclaves dans les champs de coton, qu'on pouvait avoir de la mécanisation et qu'on pouvait employer l'humain à autre chose. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais ceci dit, les dernières statistiques agricoles, pour ne parler que de ça, montrent que le pourcentage de la production agricole vendue en vente directe a nettement augmenté. Il serait aux alentours de 40%, que le département est un des départements où l'activité en agriculture biologique s'est le plus développée. Et comme si cela pouvait avoir un rapport, et je crois que ça en a un, dans ce département, aux dernières élections de la Chambre d'agriculture, la Confédération paysanne est le deuxième syndicat, alors que la FDSEA Ouais. et le CDJA, les jeunes agriculteurs, Ouais. ont perdu des voix, la Confédération paysanne en a gagné. Donc, Alors, il faut Tous les- décrire un peu qui fait quoi dans cette histoire. voilà, et bien la Confédération paysanne est un syndicat. Plutôt de travailleurs paysans. en Voilà, fait. alors si on veut revenir, effectivement, De péonesses. comment dirais-je, l'ancêtre, entre guillemets, de la Confédération paysanne s'appelait effectivement le syndicat des paysans travailleurs. Hein. Et donc, c'est une organisation syndicale qui, effectivement, a des positions très critiques vis-à-vis de ce qu'on peut appeler l'agriculture productiviste, très critiques sur une agriculture qui, dans le département, ne viserait qu'à l'exportation, et qui, effectivement, se retrouve dans l'idée de défendre aussi, enfin de défendre non, mais de chercher des alternatives à l'occupation de l'espace, de chercher des alternatives qui précisément évitent de contribuer à la dégradation de la planète. Et en cela, la Confédération paysanne est clairement en position alternative vis-à-vis du syndicalisme agricole traditionnel. Donc, il y a des signes qui montrent que des alternatives sont possibles. Il ne faut pas les exagérer et surtout pas se dire qu'avec ça, on a trouvé la martingale. Mais notre travail, c'est de vérifier ce qui s'est passé depuis 30 ans et le premier travail d'Henri Solans, de vérifier qu'on peut toujours parler en termes de culture entière, de vérifier que les conséquences que décrivait Henri, les conséquences sur la vie, et notamment le travail, dans les Pyrénées-Orientales, sont toujours là, et à partir de là, eh bien, de s'interroger collectivement. Notre travail consiste à nourrir la discussion collective en lui ayant donné, effectivement, de quoi argumenter et aussi, en pensant le présent, penser à l'avenir. Alors, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a eu des publications, des livres, alors Henri, parce que depuis le livre d'Henri, il ne me semble pas qu'il y ait eu de livre ici. Alors Piketty, il faisait référence dans le Capital au XXIe siècle, mais me disais-tu, Piketty n'a même pas lu Karl Marx. En même temps, pour avoir essayé de commencer le Capital, ça se lit moins bien qu'un San Antonio, hein, je dois le dire, voire qu'un SAS pour les plus droitiers. Donc, je comprends bien, mais enfin, quand on parle d'économie, avoir lu Marx, c'est quand même important. Surtout quand on écrit un livre qui s'appelle Le Capital, Ouais. même si c'est au XXIe siècle. Alors, là, on va revenir à toi et peut-être au camarade Hervé Blanchard. Je connais Henri. Henri est un marxiste pur jus. Non, pas pur jus. Moi, quand je l'ai vu la dernière fois, c'est ce qu'il me disait. Alors, c'est quelqu'un qui effectivement se situe dans la filiation intellectuelle de Marx Ouais.
et entend contribuer à la renouveler. Je crois que... À faire évoluer, pas renouveler. Enfin, renouveler au sens, effectivement... Hein, oui, parce que c'est écrit à telle époque, voilà, il manque des paramètres, donc tenir compte des nouveaux paramètres. Ça, si tu veux, pour aller dans le sens de ce que tu dis, Derrida, dans Les Spectres de Marx, un livre extrêmement intéressant qui vient d'être réédité avec une préface ou une postface, peu importe la place, d'Étienne Balibar, eh bien, Derrida dit... Alors, c'est le père de la comédienne. Le père de Jeanne, voilà. Et donc, qui est un chercheur. Hein. Tout à fait. Et donc, Derrida dit qu'il faut quand même souligner que Marx est sans doute le seul philosophe qui a, dès son œuvre, dès son travail de philosophe au XIXe siècle, clairement annoncé qu'il ne prétendait pas parler pour les siècles des siècles et que son œuvre était, de son point de vue même, quelque chose qu'il faudrait renouveler. Il ne tout travail. Voilà, mais il ne peut pas rester sur Saint-Paul, même si j'adore Saint-Paul. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on dit aujourd'hui que l'on va renouveler le travail de Marx, on se situe dans la perspective de Marx lui-même qui disait « J'écris aujourd'hui, j'étudie le capitalisme aujourd'hui, mais ce que j'écris aujourd'hui sera actualisé en permanence et il faudra renouveler. » Parce que le monde bouge. Et voilà, et par exemple sur le problème de l'écologie, etc., pour ne parler que de ça. Oui, parce qu'il était très productiviste, mais ça correspondait au 19e, puisqu'il décrivait la naissance de la première révolution ou deuxième révolution industrielle. Oui, mais même quand tu dis productiviste, il l'a été dans une grande mesure, mais en même temps, il a travaillé avec notamment Liebig, ou Liebig comme on voudra, donc un chimiste allemand, et il a commencé de son vivant à dire « Attention, le capitalisme ». Non seulement repose sur l'exploitation des salariés, des prolétaires en l'occurrence, mais en plus, il tend à dégrader progressivement l'environnement naturel, les ressources, etc. Oui, donc il a introduit... Non, mais quand on ne veut pas voir la virgule dans une équation, camarade... Voilà. Alors, toi, tu te définirais comme un... Parce qu'on parlait d'Henri, qui est sur une base marxiste... Et toi, tu te définis comment? Parce que moi, t'es pas un libéral à vue de nez, là, comme ça, ou alors j'ai rien compris. Voilà. Non, je me situe moi aussi dans cette perspective de renouvellement de l'analyse qu'a faite Marx du capitalisme. Nous sommes toujours dans un monde capitaliste. On peut l'appeler de différentes façons, mais il est capitaliste. Voilà. Le capitalisme est une forme sociale qui est, comme toutes les formes sociales, mortelle. Il disparaîtra un jour ou l'autre. Peut-être qu'il disparaîtra après nous, mais ça, c'est pas le problème. Et ce qui est certain, c'est que il faut, dans la perspective des travaux de Marx au XIXe siècle, continuer d'analyser la dynamique en cours du capitalisme et les outils forgés par Marx et un certain nombre de personnes qui ont repris son travail sont pour l'essentiel valides, et nous, eh bien, nous essayons de nous en servir, hein, sans forcément avoir non plus d'œillères, et on est capable d'intégrer des éléments d'analyse venant d'ailleurs, mais effectivement, on a ici un axe central qui est donc l'analyse de la dynamique longue du capitalisme et de dire aujourd'hui, voilà, le capitalisme, donc, en Roussillon, eh bien, il prend la forme de quelque chose qui, de fait, a un côté archaïque, hein, qui est une économie orientée par la culture de la rente et avec les outils théoriques hérités de toute une tradition depuis Marx. Où tu mets John Maynard Keynes non, on ne met pas là-dedans. John Maynard Keynes, c'est un autre courant, hein, c'est vrai. Oui, non, mais c'est pour savoir si... Non, il n'est pas... Il t'intéresse pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Non. Pas pour notre... C'est-à-dire que en matière de sciences régionales, pour employer des grands mots, je n'ai pas connaissance d'outils théoriques qui nous servent. Ah non, il n'a pas bossé ici, ça on n'en doute pas, mais c'est quand même le gars qui a préludé au New Deal de Roosevelt, donc il n'est pas si mal ce gars. Eh ben non.
Non, Non. non, justement. Argumente. Oui, je peux argumenter. Vas-y. En fait, là aussi, et je m'appuie bien évidemment sur des travaux de collègues économistes d'aujourd'hui, hein, les bases théoriques du New Deal sont plutôt à chercher du côté d'auteurs institutionnalistes des États-Unis, comme John Commons par exemple. Et en fait, quand John Maynard Keynes a demandé à rencontrer Roosevelt, qui était donc élu, enfin qui était président, et qui était donc responsable, qui avait mis en route le fameux New Deal, Roosevelt l'a reçu parce que c'était un garçon poli, mais il ne l'a pas reçu comme celui qui avait inspiré le New Deal. À ce moment-là, comment ça se fait qu'on a en tête rapport Beveridge, rapport Beveridge, c'est autre chose, c'est nettement plus tard, enfin nettement, c'est 10 ans plus tard. C'est vachement intéressant. C'est intéressant, mais en fait, la théorie générale de Keynes est publiée en 1936 de mémoire, théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, le grand œuvre, on va dire, même si c'est pas la seule. Non, il y a important. D'autres. Mais le grand œuvre de Keynes est publié à ce moment-là, et ce n'est pas ça qui va inspirer théoriquement le New Deal, mais justement, c'est les travaux d'historiens de l'économie qui montrent que justement il y a une espèce de méprise de ce côté-là qui fait reposer sur l'œuvre de Keynes le New Deal, alors que ce n'est pas le cas. En revanche, effectivement, on peut chercher dans quelle mesure et de quelle façon l'œuvre de Keynes a pu influencer Beveridge. Ça, on peut se poser la question, mais c'est autre chose. On est d'abord, on est plus tard, on n'est pas dans le même pays non plus. Voilà, on est en Angleterre. C'est l'Angleterre. Oui, c'est ça. À force de bouffer des trucs, c'est mal rangé, ou ma femme de ménage l'aura rangé à l'endroit que je n'avais pas supposé. Alors, pour revenir ici, et pour terminer, est-ce que tu penses que ton analyse est celle de Hervé Blanchard, qu'il faut bien nommer? Ah oui, c'est notre analyse. Il est toujours actif à l'université de Perpignan. Tout à fait, oui, nous travaillons nous travaillons là, ensemble. On arrive à un moment, on arrive toujours à un moment de toute manière, où il y a ce qu'on appelle des élections. Je parle des municipales de 2026. Et est-ce qu'il ne serait pas utile, moi je suis un peu comme Hugo Pratt, le désir d'être inutile, mais là en passant, si je peux donner un coup de main, d'avoir des discussions avec vous deux et autres, parce qu'il y a peut-être des keynésiens intéressants, si tant est que nous en eûmes, ici, à part des libéraux, voilà, c'est une autre affaire, ça. Pour aborder l'élection de Perpignan, parce que c'est la ville la plus grande, c'est la capitale de département, sur l'analyse économique de Perpignan, pourquoi, où on en est, où on va et comment on pourrait y aller. Même pour un maire fasciste comme Louis Agneau, qui n'est pas fasciste par ailleurs. Si au moins c'était ça, on rirait un peu, quoi. Nous sommes ouverts à tout débat public. Voilà. Parce que, est-ce que les partis politiques savent que vous existez, déjà? Moi, je remercie Roger Hillel de m'avoir indiqué que vous existiez, parce que j'étais sur Henri, enfin, façon de parler, le pauvre, parce que je pèse assez lourd, donc sur Henri, je connaissais son travail de l'époque, et quand j'ai appris que vous en étiez les continuateurs, ça m'a intéressé, parce qu'on n'est pas sorti de l'économie de la rente, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Alors, notre travail est connu du Parti communiste français. Oui. Puisque... Français, c'est au-delà du travailleur catalan, tu veux dire. En tout cas, du PC local. Oui. Oui, tu as raison de me corriger. Le Parti communiste des Pyrénées-Orientales est au courant de notre travail, puisque nous avons été sollicités pour
contribué au dernier dossier sur l'économie locale Oui, donc qui est paru dans le Travailleur catalan. c'est de quelle semaine? Parce que C'est dans le c'est le numéro 4092 et c'est donc le numéro qui est paru la semaine dernière, donc numéro daté du 21 novembre. Voilà, numéro 4092, 21 novembre, il y a un dossier sur l'économie locale voilà, auquel nous avons contribué. Ensuite, nous avons pris langue avec des associations, on va dire, environnementalistes ou écologiques en Vallespire. Donc, a priori, nous devrions faire une conférence cet hiver. Et par ailleurs, nous avons pris contact aussi avec la France Insoumise qui s'est dit intéressée. Donc, il y a effectivement des partis politiques locaux et des associations locales qui sont d'ores et déjà au courant de notre travail et qui sont prêtes à nous faire participer à des débats. Bien, alors est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Est-ce que tu as un Insta, tu as un Facebook? I am not. Non, rien, en fait, tu n'as rien. Tu as un numéro de téléphone éventuellement, mais il est peut-être pas souhaitable de le communiquer. Une poste restante, un CEDEX, que sais-je? Voilà, je suis effectivement. Moi, j'ai réussi à te retrouver, donc. Voilà, donc. Avec qu'à bosser, bande de feignasses. Voilà, exactement. On va avoir des amis communistes. Voilà. Et effectivement aussi, Hervé Blanchard étant vice-président de l'université de Perpignan via Domitia, il est une meilleure cible que toi. Voilà. Bien. Yves Patrick, merci et à bientôt pour d'autres aventures économiques. Merci à toi, Nicolas.